Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette 28e édition de notre hebdo de l'actu IT et Télécom. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Guy, la semaine dernière, on parlait de Meg Weinman qui a annoncé la sortie imminente d'un serveur hyper convergent chez HPE. Ben ça y est, on y est cette semaine, il est sorti, on peut quasiment le toucher. Quasiment le toucher, il sera disponible à la fin du mois avec le prix, puisque le prix n'a pas encore été annoncé. Donc il s'appelle de son petit nom le HC pour Hyper Convergent 380. Et en fait, l'appellation de ce produit fait référence au serveur sur lequel il s'appuie, qui est un Proliant DL380, donc ça s'explique. Donc la première chose, c'est qu'en fait, ce serveur hyper convergent, évidemment, il s'appuie sur VMware, bon, on sait c'est le grand standard, mais il s'appuie aussi sur un logiciel de gestion de stockage HP, ce qui n'était pas tout à fait le cas de Cisco, qui lui s'était appuyé sur un logiciel externe de SpringPass. Donc ça, c'est une première différence. C'est un serveur, alors tel que HP le présente, donc le chef produit nous en parlait. En fait, c'est un serveur qui est présenté à la fois pour les PME et puis ce qu'on appelle les robots, là, les remote office et branch office. Donc ça veut dire en gros les antennes déportées des grandes entreprises. Et à la question de savoir en fait pourquoi un serveur comme ça n'est pas mentionné pour être utilisé par les grandes entreprises et puis les data centers, les grands data centers. En fait, l'idée c'est qu'il l'est de facto, mais il a été conçu de telle sorte qu'il puisse être utilisé dans des structures relativement légères qui n'ont pas de ressources informatiques et de telle sorte qu'en quelques clics on puisse le mettre en œuvre. Et une particularité intéressante du système, c'est que ça avait déjà proposé en d'autres temps par d'autres fournisseurs comme IBM par exemple. En gros, finalement dans l'idée de provisionner un peu en avance, on achète un système, enfin on s'équipe d'un système qui est un peu surdimensionné par rapport aux besoins, et puis on le met en œuvre au fur et à mesure, et donc on facture à l'utilisation. Donc c'est une espèce de hardware as a service, on pourrait dire. Donc tout ça fait que HP est rentré. Alors quand on dit rentré, c'est pas tout à fait vrai, puisque le chef produit faisait remarquer qu'ils avaient déjà annoncé l'année dernière le HC250, qui était à mi-chemin entre un serveur traditionnel et un hyperconvergé. Donc ça y est, HP est rentré de plein pied dans ce segment de marché, bon, qui reste relativement modeste, hein, puisque en particulier si on regarde les ventes pour ce premier système convergé d'HP, en 2015 on parle de quelques dizaines, donc sur la France, hein. Donc c'est quand même relativement modeste, et on sait que si on ajoute les serveurs convergés et hyper convergés, ça pèse à peu près à peine 10% de l'ensemble du marché des serveurs. Donc évidemment avec des taux de croissance bien plus élevés, mais ça reste relativement modeste. Et donc là en fait l'idée c'est que maintenant c'est les grands acteurs qui sont rentrés dans le jeu. Cette année ce sera une espèce de galop d'essai. Et puis Pascal Rabier, le chef produit d'HP, voit en 2017 une consolidation. Alors qui dit consolidation, ça veut dire que les nouveaux acteurs, les nouveaux entrants, style Nutanix, SimplyVT, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à rester indépendants, à se développer seuls, ou est-ce qu'ils vont être rachetés par d'autres? En tout cas, le marché est vraiment en train de se développer, et on va le suivre de très près dans les mois qui viennent. Alors, autre acteur de l'infra aussi, finalement, hein, Oracle, qui annonçait la semaine dernière ses résultats, et visiblement, la transition vers le cloud, c'est un peu cas un cas. Si un petit peu difficile. Alors, la première chose, c'est que quand les éditeurs de logiciels comme Oracle avaient des taux de croissance de 20-30%, on faisait fi des effets dollars, des choses comme ça. Mais là, comme on est ramené à des taux beaucoup plus bas et qu'on est tout de suite juste au-dessus du zéro ou en dessous, alors à ce moment-là, on met en avant l'effet dollar. Et là, en l'occurrence, effectivement, HP est quasiment autour de zéro, un petit peu au-dessus.
Donc, en gros, c'est la photo de là. Cela dit, HP n'est pas dans une situation difficile. Hein. Si on prend les résultats trimestriels, alors faut pas s'attacher trop aux résultats trimestriels qui veulent pas dire grand-chose, puisque c'est vraiment quelque chose de très conjoncturel. Mais bon, pour donner des ordres de grandeur, un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars, et puis un bénéfice net de un peu plus de 2 milliards de dollars. Donc en gros, oui, ça fait 20% de marge nette, ça va. C'est bien. Alors maintenant, pour ce qui est du cloud, donc on sait que Oracle, après avoir démarré assez doucement, on se rappelle des déclarations de Larry Ellison dans le cloud, a fait un virage à 180 degrés et avait dit que, en gros, son portefeuille de logiciels serait disponible dans le cloud. Mais disponible dans le cloud, ça ne veut pas dire que les utilisateurs vont le consommer dans le cloud. Et effectivement, entre les deux, il y a encore une différence qui est très importante. Si on regarde les chiffres du troisième trimestre, la vente du logiciel en mode traditionnel, donc soit les nouvelles licences, soit l'achat de nouvelles versions, ça représente 70% du chiffre d'affaires. Pour ce qui est du cloud, on est à 8%. Donc on voit bien la différence. Et si on regarde les 5 derniers trimestres, les ventes de logiciels en traditionnel, c'est des baisses chaque trimestre de 10 à 20%. Donc on voit bien de combien il faut que le cloud augmente pour compenser ces pertes. Ouais. Et pour donner un ordre de grandeur, parce que c'est toujours utile d'avoir des ordres de grandeur en tête, si on prend les proportions qu'on vient de citer, pour une baisse de 10% des ventes de logiciels on-premise, il faut une augmentation de 90% du cloud. Et on en est très loin. Donc en gros, ça veut dire que pour l'instant, les ventes de cloud ne compensent pas les pertes liées aux ventes de logiciels traditionnels. Donc bon, c'est juste un résultat trimestriel. Oracle va mettre les bouchées doubles, mais en tout cas, c'est une transition, et on le voit bien pour Oracle comme pour beaucoup d'autres logiciels, d'autres éditeurs de logiciels. C'est une transition qui est difficile à opérer et qui pose quand même un certain nombre de problèmes, au-delà des problèmes techniques, bien entendu. Alors, sans transition, on change complètement de sujet. Oui. Vous revenez sur une étude faite par un think tank américain, oui, qui a réfléchi qui n'a pas réfléchi, fait plus que réfléchir, qui a étudié qui étaient les créateurs des nouvelles licornes américaines, et aux surprises, ils ne sont pas tous venus de la côte Est américaine, comme c'était le cas peut-être il y a quelques années. Absolument. Alors déjà, pour dire qui a fait cette étude, c'est un think tank bipartisan. Donc en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas d'option politique dans cette étude. Donc effectivement, l'idée c'était d'étudier toutes les licornes actuelles. Donc les licornes, on rappelle que c'est des startups qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Il y en a 87, et sur ces 87, il y en a 44 qui ont été créés par des citoyens non américains. Donc on peut dire des immigrés ou des immigrants, enfin tout ce que vous voulez comme vocabulaire, mais en tout cas, ça veut dire beaucoup plus de 50%. Donc c'est un résultat qui est tout à fait significatif. D'où viennent-ils? Sans trop de surprise, ils viennent principalement de l'Inde. Il y en a 14 qui sont d'origine indienne, mais pas seulement, puisque le Royaume-Uni est bien placé également, avec 8 d'origine britannique. La France est un peu moins bien classée, donc il y en a 2. Donc c'est la société Evenbridge et Tango, qui sont toutes les deux valorisées à 1 milliard de dollars. Et donc ces deux Français qui ont créé ces deux entreprises, bon, avec quand même un bon bagage, puisque l'un est sorti de Centrale Lyon et l'autre a fait Polytechnique. L'un est ensuite allé faire un master à l'université de Cornell et l'autre a fait un PhD à Stanford. Donc un bagage assez solide. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que, si on prend ces 44 entreprises, elles ont créé en moyenne 800 emplois par entreprise, donc on est à 30-35 000 emplois créés. Donc c'est important, mais on le sait bien, les startups dans le domaine du numérique ne créent pas autant d'emplois qu'elles ne le faisaient par le passé, enfin des entreprises traditionnelles. Elles représentent, alors ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est intéressant parce que ça fixe les idées, elles représentent une valorisation globale de 168 milliards de dollars.
Donc c'est quoi 168 milliards de dollars? C'est en gros l'ensemble des valorisations, c'est la moitié des valorisations russes ou mexicaines. Donc c'est quand même c'est très important. Parmi celles-ci, celle qui a créé le plus d'emplois, c'est SpaceX, la fameuse qui s'est illustrée récemment là, en envoyant une fusée et en récupérant une partie de cette fusée sur la Terre, qui a créé 4000 emplois. Et celle dont on parle, qu'on connaît le mieux, qui est Uber, n'a même pas créé 1000 emplois. Donc, alors que c'est la première valorisation de très loin, elle est au-delà des 60 milliards de dollars. Bon, évidemment, elle crée beaucoup d'emplois indirects, dont la nature n'est pas clairement fixée, puisque effectivement, il y a des conducteurs à plein temps, puis il y a des conducteurs qui font quelques courses. Donc, c'est un éventail qui est extrêmement large. Et puis dernier point intéressant, c'est que l'étude a regardé finalement où s'étaient formés ces créateurs étrangers, et en fait il y en a quasiment la moitié qui sont passés par qui ont été formés dans leur propre pays et qui sont passés par les universités américaines, en particulier les deux Français dont on parlait tout à l'heure. Donc ce qui veut dire que finalement être formé dans son propre pays et aller ensuite dans une université américaine, c'est évidemment un bon parcours pour continuer. Alors évidemment tout ça c'est une étude intéressante en soi, mais qui remet sur le tapis, enfin c'est un sujet qui est souvent évoqué aux États-Unis, c'est les fameux visas H1B qui sont destinés aux gens qui ont au moins un niveau maîtrise, et donc pour l'instant ils sont limités à 85 000 par an, donc ça c'est un chiffre qui a priori est insuffisant par rapport à la demande, et donc il y a tout un tas de gens, dont le directeur du think tank en question, dont Bill Gates, dont Zuckerberg, demandent à ce qu'on élargisse un peu le nombre de visas, sachant que c'est toujours encore compliqué pour obtenir ce visa. Donc une étude, beaucoup de chiffres, avec une finalité qui est que si les États-Unis veulent continuer finalement à maintenir leadership dans les startups technologiques et attirer des talents externes, effectivement il y a peut-être à réfléchir sur cette politique de fourniture de visas. Très bien. Alors, autre sujet de la semaine, c'est la saga Google contre jeu de Go, contre Lee Sedol, c'est ça? Oui. Et ça y est, c'est fini. Google a gagné 4 à 1, c'est ça? Absolument. Donc dans le séquencement, 3-0 pour la machine. Donc Lee Sedol était un peu abattu, mais il a dit j'espère quand même en gagner au moins une. Effectivement, il a gagné la 4e et puis il a perdu la dernière. Donc là c'est sans appel, hein, 4-1, il n'y a pas photo, il a perdu, c'est le champion du monde. Donc finalement on est, si on se ramène à 20 ans avec Deep Blue qui avait battu Kasparov, là maintenant c'est le jeu de Go qui est tombé. Quel sera le prochain jeu? On ne sait pas encore, mais en tout cas les résultats sont très clairs. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on a un Cloud Computing World qu'on attend à Paris. Oui. Un nouvel événement sur le cloud computing. Alors le computing n'est pas encore mort, la preuve. Non, alors bon, même si on a bien compris qu'il avait vocation à devenir quasiment universel, mais en tout cas son appellation veut bien dire encore quelque chose. Donc maintenant c'était un salon qui s'est installé dans le paysage français, donc qui suit d'ailleurs le salon sur le big data. Donc c'est vraiment deux thèmes importants. Donc un salon qui va se tenir à la porte de Versailles, 150 exposants. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est que la conférence plénière est assurée par le responsable Europe de Dropbox, et donc on peut relier ça à un élément d'actualité qui est que, et ça en fait c'est intéressant comme tendance, qui est que Dropbox, qui était jusqu'à présent attaché à AWS, puisqu'en fait quand on souscrivait un contrat Dropbox, en fait on allait sur le cloud de AWS, et là finalement Dropbox a pris son indépendance, après 2-3 ans d'efforts. Hein. Effectivement, il dit assurer 90% de ses propres besoins. Ça veut dire que quand vous ouvrez une Dropbox, vous allez sur les serveurs de Dropbox et non plus sur AWS. Sauf en Europe, je crois. Sauf en Europe, oui. Donc c'est pas encore la totalité, mais en tout cas le mouvement est lancé. Et donc c'est un peu la question de dire finalement, c'est vrai que pour les startups et puis pour des activités non stratégiques, bon,
autant aller sur du cloud public. Pour Dropbox, être sur AWS, c'était peut-être un problème, puisque c'est vraiment son activité stratégique, son cœur de métier, et donc il faut peut-être ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, c'est une tendance qui sera intéressante à regarder dans les mois qui viennent. Surtout que pour corroborer ce que vous dites, on a noté qu'Instagram aussi a basculé son architecture sur une architecture propre. Et pas plus tard que ce matin, on voyait un nouveau projet chez Apple qui migrait d'AWS sur Google avec ses propres data centers aussi en jeu. Donc effectivement, il y a un mouvement assez général de prise d'indépendance par rapport aux acteurs du Alors cloud, absolument. Donc effectivement, il faut finalement tous ces gens-là, leur métier, c'est pas le cas d'Apple, mais Instagram a démarré vraiment sur le cloud, et finalement ils fournissent des services cloud. Donc la question c'est à partir de quel seuil il faut prendre la décision de récupérer en interne ou pas, et ça c'est le problème, la question que peuvent se poser toutes les entreprises. Et alors ça c'était pour la semaine à venir, et pour finir cette émission, vous avez fait revenir non pas un coup de gueule mais un hommage à Serge Kampf qui est disparu la semaine dernière, à l'âge de 81 ans. On me rappelle, Serge Kampf qui était fondateur et PDG pendant de nombreuses années de la plus grande SS2I, alors on doit dire maintenant entreprise de services numériques, mais Capgemini, une saga française quand même assez intéressante. C'est sans doute, on pourrait dire même, c'est une des plus belles réussites françaises. Capgemini, c'est une société de services de taille mondiale. Bon, il y en a d'autres en France, c'est 10 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires, c'est près de 150 000 personnes. C'est vraiment une dimension mondiale, donc c'est vraiment une des plus belles réussites. Bon, une petite société qui a démarré à Grenoble. Oui, 3-4 personnes dans les années 60. Serge Kampf, qui était un ancien directeur régional de Bull. Alors on pourrait dire, pour être méchant, au moins Bull a servi à quelque chose. Mais donc, commencé à Grenoble, et puis s'est développé de manière organique. Il y a eu évidemment beaucoup de fusions-acquisitions. Ça s'est pas fait comme ça. Ça n'a pas été un long chemin, un long fleuve tranquille, mais en tout cas, pour arriver aujourd'hui à une des plus grandes ESN mondiales. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Et en fait, bon, même si à la fin, c'est plus Serge Kampf, puisque Paul Hermelin dirigeait l'entreprise depuis un certain temps, c'est vraiment Serge Kampf qui a été l'artisan de cette réussite, et ça pose finalement la question de savoir, parce que des réussites françaises dans le service, il y en a d'autres. Oui, enfin, service numérique, j'entends, mais bon, effectivement, dans le service en général, Atos, qui est franco quelque chose, mais qui est quand même d'origine française, il y a Sopra Steria, donc il y en a quand même un certain nombre, et tout ça pose la question de savoir finalement pourquoi les Français ont si bien réussi dans le service informatique et beaucoup moins bien dans le logiciel. Ça, c'est une question finalement qu'on peut se poser, et pour laquelle franchement j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais nos lecteurs, nos internautes peuvent évidemment réagir sur internet et faire leurs commentaires. On les attend avec impatience, et on reviendra peut-être sur le sujet la semaine prochaine s'il y a des réactions. Merci en tout cas Guy pour cette analyse. Merci à toutes et à tous. On se retrouve donc la semaine prochaine, alors pour une émission un peu spéciale, puisqu'on sera à nouveau de l'autre côté de l'Atlantique, mais on en reparle la semaine prochaine. Merci, à bientôt.